Je m'appelle Gérald. Je ne crois pas que quiconque se marie en pensant que son mariage va s'effondrer et partir en fumée, mais parfois, les choses s'écroulent en silence. Quand ma femme a découché, contre mon gré, contre mes inquiétudes, ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Quand Andrea et moi nous sommes mariés il y a 5 ans, tout semblait s'être parfaitement mis en place. J'avais l'habitude de la regarder en pensant, c'est le genre d'amour qui inspire les chansons. Nous étions ces tourtereaux dont les gens se moquaient parce que nous faisions absolument tout ensemble. Andrea, à l'époque, n'était pas seulement ma femme, elle était ma meilleure amie. Quand elle me parlait, il y avait une forme de sincérité dans sa voix. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions intentionnels. En y repensant aujourd'hui, c'est cette version de nous avec laquelle j'ai le plus de mal, parce qu'elle était si belle, si authentique, et c'est ce qui rend tout ce qui a suivi plus difficile à avaler. Nous n'avons pas commencé brisés, nous nous étions choisis, et pendant un temps, nous avions bien choisi. Mais le temps, les influences et les fissures ignorées ont une façon de ronger même les fondations les plus solides. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un changement progressif dans le comportement de ma femme. Je ne l'ai pas remarqué d'un coup, mais son cercle d'amis a été la première chose que j'ai perçue. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, je veux dire, nous avons tous des amis, n'est-ce pas? Mais ce n'étaient pas les mêmes femmes avec qui elle avait l'habitude de sortir. C'étaient de nouvelles amies qu'elle avait rencontrées par le travail ou lors d'événements sociaux, et quelque chose chez elles clochait. Elles étaient toutes mariées, oui, mais leurs attitudes envers le mariage étaient étranges. Elles parlaient de leurs maris comme s'ils étaient des fardeaux, des clowns ou simplement des idiots. Je me souviens d'être assis dans la chambre un soir pendant qu'Andrea et 2 d'entre elles buvaient du vin dans le salon. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais je pouvais tout entendre. La façon dont elles riaient, se moquant des choses que leur mari disait, faisant des blagues sur le fait de retenir leur affection pour leur donner une leçon. Ça ne ressemblait pas à un défoulement inoffensif, mais plutôt à un manque de respect déguisé en conversation entre filles. Après quelques soirées de ce genre, j'ai pris Andrea à part et je lui ai dit clairement, écoute, je n'essaie pas de contrôler qui tu fréquentes, mais la façon dont elles parlent de leur mariage n'est pas saine. Ce genre de choses déteint, que tu t'en rendes compte ou non. Je lui ai dit que le mariage n'est pas une équipe si nous nous asseyons dans des pièces où nos partenaires sont tournés en ridicule dans leur dos. Je lui demandais d'être prudente, d'être consciente. Elle a ri comme si je venais de lui raconter une blague. Quoi? A-t-elle dit. Tu as peur que je parle de toi quand elles sont là? Je lui ai répondu que j'étais sérieux, que je disais ça par inquiétude, mais elle l'a complètement ignoré et a tourné toute l'affaire en plaisanterie. Je n'ai pas insisté davantage. J'ai laissé tomber parce que je ne voulais pas créer de tension. Avec le temps, les opinions des amis de ma femme ont commencé à s'infiltrer dans notre foyer. Andrea a commencé à critiquer de petites choses dans la maison. Elle disait que je prenais des décisions sans elle, que j'agissais comme si mon opinion était la seule qui comptait. J'étais surpris, car ça n'avait jamais été le cas. Je nous avais toujours vus comme des partenaires. Je lui ai rappelé que je ne l'ignorais pas, que je n'étais simplement pas d'accord avec elle sur certaines choses. Mais c'est là que les choses sont devenues plus difficiles. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir une voix, elle voulait que sa voix soit la dernière. Chaque fois que je n'étais pas d'accord avec son opinion, elle se vexait et, d'une manière ou d'une autre, je finissais toujours par être dépeint comme celui qui voulait tout contrôler. Ces disputes n'étaient pas de simples désaccords de couple normaux, elles s'éternisaient pendant des jours. La maison est devenue un champ de bataille de tensions silencieuses. Je suggérais quelque chose de logique, et elle le contrait avec quelque chose d'émotionnel ou de peu réaliste. Et quand je ne cédais pas, elle s'accrochait, comme si j'essayais de la faire taire au lieu de simplement voir les choses différemment. J'avais moins l'impression que nous essayions de construire une vie ensemble et plus que nous essayions de prouver qui était aux commandes. Je ne cherchais pas à la contrôler, mais plus j'essayais de l'expliquer, plus elle déformait mes propos pour faire croire que je voulais qu'elle se soumette, que j'essayais seulement d'obtenir ce que je voulais en le déguisant en travail d'équipe. Il y avait des jours où je m'asseyais seul après une dispute, essayant de comprendre comment nous étions passés de l'espace sur l'un pour l'autre à marcher sur des œufs sous le même toit. Et chaque fois que j'essayais d'arranger les choses, je sentais Andrea s'éloigner davantage, convaincu que le problème, c'était moi. Un samedi après-midi, j'étais seul à la maison avec Andrea. Je venais de sortir de la chambre et me dirigeais vers la cuisine quand j'ai entendu sa voix dans le salon. Elle était au téléphone. J'ai tout de suite compris que c'était l'une de ses amies, une de ces femmes que je n'avais jamais appréciées. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais au moment où j'ai entendu le mot « divorce »,
mes pieds se sont figés sur place. Je suis resté juste de l'autre côté du couloir, hors de sa vue, et j'ai écouté. Son amie était pratiquement euphorique. Elle racontait à Andrea qu'elle avait finalement demandé le divorce de son mari. Mais ce qui m'a vraiment retourné l'estomac, ce n'était pas le fait qu'elle divorçait, mais la façon dont elle en parlait. Il n'y avait ni tristesse, ni deuil, ni discussion sur la façon dont les choses avaient mal tourné émotionnellement. Juste des rires et de l'excitation pour ce qu'elle était sur le point d'obtenir. Je vais lui prendre la moitié de tout, a-t-elle dit fièrement. Je mérite tout après ce que j'ai enduré. Je ne connaissais pas les détails de son mariage, peut-être qu'elle avait ses raisons, mais entendre quelqu'un parler si nonchalamment de détruire une vie avec quelqu'un qu'elle avait autrefois prétendu aimer, ça m'a secoué. Et Andrea a répondu en riant, en acquiesçant, presque en l'encourageant. C'est ça qui m'a vraiment fait peur. Je suis resté là, pensant, envisage-t-elle la même idée? Je ne lui ai rien dit à ce sujet, je l'ai gardé pour moi. Mais j'ai commencé à voir nos disputes sous un nouvel angle. Chaque fois que nous nous battions, je me demandais, est-elle en train de monter un dossier, attendant le bon moment pour appuyer sur la gâchette, comme son ami l'a fait? Je ne me sentais plus en sécurité. Alors j'ai arrêté de discuter de décisions financières importantes avec elle, j'ai arrêté de mettre de l'argent dans quoi que ce soit qui pourrait être facilement divisé au tribunal. J'ai commencé à protéger discrètement ce pourquoi j'avais travaillé. Ce n'était pas seulement de la paranoïa, c'était de la survie. Quand on commence à sentir que son partenaire pourrait vous voir plus comme une ressource que comme une personne, on agit différemment. Cet appel a changé quelque chose. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais entendu. J'ai simplement commencé à me préparer à la possibilité qu'un jour, elle essaie de partir avec plus que sa valise. Je ne pouvais pas me permettre d'être naïf, alors j'ai pris la décision de consulter discrètement un avocat. Je lui ai demandé ce qui pourrait arriver si Andrea décidait de demander le divorce, ce que je pourrais perdre, ce que je devais savoir. C'était étrange d'être assis dans ce bureau, à parler des pires scénarios pour un mariage dans lequel j'avais encore de l'espoir. Mais j'ai écouté et j'ai appris. À ce moment-là, j'étais en train de planifier un gros achat, une maison. C'était censé être pour nous, mais après cette consultation, j'ai tout gelé. Je n'y ai pas mis un centime. L'avocat avait été clair, si nous nous séparions et que cette maison devenait un bien commun, elle serait partagée. Aussi simple que ça. Et ce n'est pas tout. J'ai commencé à séparer mes finances plus soigneusement. J'ai cessé de virer de l'argent sur notre compte joint. J'ai déplacé mes investissements vers des endroits plus sûrs. J'ai arrêté d'acheter des choses qui seraient automatiquement considérées comme « nôtres ». Ce n'était pas parce que j'avais cessé de croire au mariage, en fait, cela me faisait mal de le faire. Chaque décision que je prenais dans cette direction me donnait l'impression d'aller à l'encontre de la promesse que j'avais faite le jour de notre mariage. Mais la vérité était que je ne pouvais plus ignorer les signaux. Une partie de moi espérait encore qu'Andrea réagirait, qu'elle se réveillerait et se souviendrait de qui nous étions avant tout ce bruit et cette amertume, que nous redeviendrions une équipe. Mais l'autre partie de moi se préparait au pire. Parce que l'amour sans sécurité n'est qu'une illusion, et j'étais fatigué de vivre dans une maison bâtie uniquement sur l'espoir. Un soir, je venais de rentrer du travail. Je suis entré dans la maison en espérant au moins une soirée normale. Au lieu de cela, j'ai trouvé Andrea debout devant le miroir de la chambre, dans une robe moulante que je ne lui avais jamais vue. Elle était magnifique, je ne vais pas mentir. Pendant un instant, je suis resté là, à l'admirer. Mais juste derrière cette admiration se cachait la confusion et, honnêtement, l'inquiétude. Cette robe était faite pour attirer l'attention, et j'ai su tout de suite que cette soirée allait être différente. Alors je lui ai demandé gentiment, « Où vas-tu habillé comme ça ?» Au début, elle ne m'a même pas regardé, elle a juste appliqué une dernière couche de gloss et a dit, « Ça ne te regarde pas ?» Je suis resté là, ressentant une série d'émotions que je ne peux expliquer, mais je n'ai pas discuté. Je ne voulais pas alimenter une autre dispute interminable. Je pense qu'elle a probablement remarqué le silence et vu que cette fois, je n'allais pas jouer son jeu, alors elle a changé de ton pour expliquer qu'elle allait à une fête d'anniversaire. C'est juste un truc entre filles, a-t-elle ajouté. Ça pourrait durer toute la nuit. Pourtant, son langage corporel disait, ne m'embête pas avec tes sentiments. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise qu'elle sorte habillée de cette façon. J'étais honnête, en tant que mari qui sentait les fondations sous ses pieds commencer à céder. Elle n'a rien voulu entendre. Elle a levé les yeux au ciel et a sifflé. Puis elle s'est retournée vers le miroir, a arrangé ses cheveux, a vérifié son maquillage une dernière fois,
a attrapé son sac et les clés de la voiture, et a franchi la porte. Cette nuit-là, après qu'Andrea eut quitté la maison habillée pour sa fête, je suis resté assis dans le salon pendant ce qui a semblé des heures, figé sur place. La maison était silencieuse, mais mon esprit ne l'était pas. Il tournait à plein régime. Je n'arrêtais pas de repasser tout ce qui nous avait menés à ce point, chaque dispute, chaque regard méprisant, chaque fois où je me sentais comme un étranger dans mon propre mariage. Et tandis que j'étais assis là, quelque chose en moi a finalement cédé, comme une corde qui se rompt après avoir été tendue trop longtemps. Je ne voulais pas l'admettre, mais je m'étais accroché à l'espoir depuis bien trop longtemps. L'espoir que la femme que j'avais épousée revienne à la raison. Mais plus le temps passait, plus elle devenait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les amies qu'elle avait n'étaient pas seulement de mauvaises influences, elles étaient des miroirs de ce qu'elle devenait. Le fait qu'elle soit sortie de la maison ce soir-là prouvait à quel point elle était déjà loin et comment elle s'était permis de me laisser sur le côté pendant qu'on me poussait lentement vers la sortie. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la chambre et j'ai regardé nos affaires. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti juste ce dont j'avais besoin. Avant de partir, je me suis assis à la table de la salle à manger, j'ai pris un bout de papier et j'ai écrit, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais je vois que tu as déjà pris ta décision. J'en ai assez d'essayer. Je m'en vais, et je ne porterai plus le poids de ton manque de respect. Bonne chance. Je l'ai plié, je l'ai placé là où elle la verrait, et je suis parti. Je ne savais pas exactement où j'allais. J'ai trouvé un hôtel à proximité et j'ai pris une chambre pour la nuit. À l'hôtel, j'ai fixé mon téléphone plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Une partie de moi espérait encore qu'elle appelle, envoie un SMS ou même essaie de s'expliquer. Un message, un appel manqué, même un « Où es-tu » lancé sans conviction. Mais rien n'est venu, pas cette nuit-là. Le deuxième jour, j'ai su que si elle ne trouvait pas en elle la volonté de dire quelque chose après être entrée dans une maison à moitié vide et avoir vu une lettre d'adieu sur la table, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne voulais pas faire traîner les choses, alors j'ai appelé l'avocat. Si elle avait fini, j'allais terminer ce qu'elle avait commencé. Je voulais être celui qui ferait le premier pas légal. J'ai tout raconté à l'avocat, je lui ai donné les détails et, en une semaine, elle a reçu les papiers du divorce. Pourtant, pas un message, pas un appel, pas un « Pouvons-nous parler ?» pas un « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle n'a absolument pas répondu. Au lieu de cela, elle a engagé son propre avocat et a porté l'affaire devant les tribunaux. Cette décision a rendu les choses encore plus claires. Elle voulait gagner, ou peut-être juste s'assurer que je ne le ferais pas. La procédure judiciaire a duré 7 mois, assez longtemps pour que je ressente le poids de chaque décision. Nous avons tout partagé comme le tribunal l'a jugé approprié. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait raison ou tort, il s'agissait de paperasse, de chiffres et de signatures. J'étais heureux d'avoir gardé une part importante de mes finances à l'écart pour qu'elles ne soient pas divisées. Et comme ça, c'était fini. Je suis sorti de ce palais de justice avec le sentiment d'avoir été somnambule pendant des années, et bien qu'il y ait eu un vide étrange en sachant que ce chapitre était clos, il était officiellement terminé. Après le divorce, je ne me suis précipité dans rien. Je n'ai pas cherché à me venger ni à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je me suis simplement concentré sur moi-même pour la première fois depuis longtemps. Pendant des années, j'avais reporté certaines choses, non pas parce que je ne pouvais pas me les permettre, mais parce que je planifiais toujours avec quelqu'un d'autre en tête. Le mariage vous fait penser à deux, chaque grande décision est pesée en fonction des désirs et des besoins de votre partenaire. Mais maintenant, c'était juste moi, et honnêtement, je me le devais bien. J'ai commencé à acheter des choses que j'avais mises de côté pendant des années, j'ai même fait un voyage à l'étranger juste parce que j'en avais envie. Il n'y avait personne avec qui discuter, personne à qui je devais me justifier. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Près d'un an s'est écoulé après la finalisation de tout quand Andrea a repris contact. Au début, elle y est allée doucement, comme si nous étions de vieux camarades de classe qui prenaient des nouvelles. J'ai compris qu'elle tâtait le terrain, essayant d'évaluer mon état d'esprit. Je ne lui ai pas donné grand-chose sur quoi travailler. J'avais fait la paix avec ce qui s'était passé, cette partie de ma vie était terminée, et je ne voyais pas l'intérêt de déterrer ce que j'avais déjà enterré. Mais plus je l'ignorais, plus elle commençait à envoyer des messages. Ils avaient un certain poids. Elle a écrit sur la façon dont elle pensait que la liberté serait excitante, comment elle s'imaginait se sentir vivante, sans fardeau, enfin elle-même. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Elle a admis, sans le dire directement,
qu'elle avait été imprudente. Elle avait vécu la grande vie, pensant que l'argent du règlement durerait plus longtemps qu'il ne l'a fait. Elle croyait que son travail suffirait à maintenir le style de vie qu'elle essayait de mener, mais la réalité se moque des fantasmes. Les dettes se sont accumulées et les intérêts ont englouti ses salaires plus vite qu'elle ne pouvait suivre. Elle n'en est jamais venue à demander de l'aide directement, elle était prudente dans ses mots, mais le sous-entendu était clair, elle se noyait et espérait que je lui lance une bouée. Si cette bouée était financière ou émotionnelle, je ne saurais le dire, mais je ne suis pas resté pour le découvrir. J'ai coupé court à la conversation. Je lui ai dit clairement, tes histoires ne m'intéressent pas, je ne voulais pas être cruel, mais je n'avais plus rien à lui donner. Ni sympathie, ni conclusion, ni $1. Certaines personnes apprennent trop tard que toutes les décisions ne sont pas réversibles, et parfois, quand on brûle un pont, on ne peut pas le retraverser plus tard.